Allez, bah Tu veux voilà. le petit truc ou pas? Ah, ça a son... Non, je rigole. Ouais, mais ça pouvait le faire, ça pouvait le faire. Bon, alors, prête ou pas? Non. Non, mais bon, Ça me donne un genre prêt. je crois qu'on est pas mal. Ouais. Bon, alors attends, parce que du coup, je pris mes notes. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Ouais. Ok. C'est bon, J'aime hein. parce que tu parles à toi-même en fait. Ouais, j'ai besoin de parler avec personne, bien sûr. Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Emeline, accompagnatrice et consultante. Oui. Jusque-là, c'est bon. Son souhait, son business en tout cas, c'est d'accompagner les TIH pour leur permettre de développer leur business avec LinkedIn. Exact. Son enfance, ses réussites, ses échecs. Pourquoi déménager du nord pour venir au soleil? Pourquoi passer d'un emploi de mairie à accompagnatrice? Et d'ailleurs, c'est quoi un TIH? Autant de questions auxquelles nous allons trouver des réponses maintenant avec Emeline. Salut Emeline. Salut Nicolas. Bienvenue dans Pépouze. C'est parti. Je voulais avant tout démarrer cet épisode en remerciant le restaurant Le Tobati qui nous prête sa salle. Donc voilà, Céline, on te fait un bisou. Merci beaucoup et à ta santé. Alors, Emeline, parle-moi un peu de toi. T'es né quand? T'es né où? Et qu'est-ce que... Voilà. Parce que du coup, le but, c'est de comprendre après comment t'es arrivé à tout ça. Mais du coup, au départ, Emeline, petite, qu'est-ce que ça donne? Alors, je suis née en 97 à L'Homme, qui L'Homme, ok. à ce moment-là était encore une ville. Ok. Aujourd'hui, c'est un quartier de Lille, voilà. Ok, ça a bien Donc, grandi alors. c'est plutôt Lille qui a grandi et qui Ouais. a mangé la J'ai ville mangé d'à l'homme. côté. Ok. Ce qui pose quelques petits problèmes administratifs, je ne te Mhm. le cache pas. Après, moi, je suis une enfant de militaire, Ok. donc j'ai pas mal bougé. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a amenée à arriver ici aujourd'hui. Ouais. J'avais pris l'habitude depuis toute petite, mon premier déménagement, j'avais 2 ans. On déménageait entre tous les 7 et 4 ans. Ok. Donc, et grosso modo, si je te fais un zoom sur la partie de ma vie la plus compliquée en termes de mouvement géographique, c'était mon lycée, parce que j'ai littéralement fait 3 ans de lycée dans 3 lycées de 3 régions différentes. Ouais, t'as bougé quoi. Ouais. Ok. Voilà. C'est pas con parce que déjà quand tu bouges déjà d'un lycée déjà une fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors ça, c'est la question que tout le monde me pose. Bah oui. Et honnêtement, je suis incapable d'y répondre parce que moi, mon premier déménagement, j'avais 2 ans. Ouais. J'ai changé d'école la première fois, j'étais en primaire, j'étais en CE... Je rentrais en CE1 si je me trompe pas. Après, j'ai rechangé en 5e. En 4e, j'ai changé 2 fois. En 3e, et après le lycée. Donc en fait, je peux pas te dire si c'est compliqué ou pas, vu que je ne sais pas ce que c'est que d'être sur place et de garder ses amis. Ok. En fait, t'as toujours. Ouais. Ok. J'ai capté. Ouais. Tu vois, moi, des fois, je me sens un peu en décalage justement avec mes amis quand ils sont en train de discuter en mode ah, mais est-ce que t'as toujours ta chambre chez tes parents? Est-ce qu'elle a changé, etc. Parce qu'en fait, moi, ma chambre chez mes parents, Ça a jamais été. elle a jamais été vraiment modélisée. Okay. Elle a changé au gré des maisons et des régions. Ok. Ouais. Disons que ça a été peut-être plus facile pour toi finalement. Peut-être. Ouais, j'ai grandi dedans en fait, donc pour moi c'est normal. Ok. Je me suis pas posé plus de questions. Et du coup, élève comment alors? Au collège, franchement très bon élève. J'étais Ouais. très souvent première de classe. Au lycée, ça a été plus compliqué parce que, en gros, le problème quand tu fais des changements d'établissement scolaire, c'est que les niveaux changent. Ouais. Et en gros, en seconde, j'étais en lycée d'élite. Ok. En première, j'étais dans un lycée plutôt bon, mais le niveau était... C'était pas élite, quoi. Ouais, la marge de niveau était quand même très différente. Ouais. Et après, je suis revenue dans un lycée, pas d'élite non plus, mais avec un niveau assez important, où là, j'ai pris beaucoup de retard. Honnêtement, je pensais que j'aurais jamais mon bac. Et finalement, je l'ai eu. Mention assez bien. C'est pas trop mal. Plus que surprise, honnêtement. Ouais. Mais c'est aussi le problème quand tu bouges beaucoup, en fait, c'est que tu dois te faire à la culture de chaque région, parce qu'on a un pays très cosmopolite, qu'on ne veuille ou pas, où chaque région a ses traditions, ses fêtes, sa culture. Mais ouais. Et aussi,
il y a un petit détail que les profs ils oublient parfois quand ils font non mais ça on le fera l'année prochaine. C'est que toi quand tu viens d'un autre établissement, bah tu l'as pas fait ou alors tu l'as déjà fait. Donc, et tu ne feras peut-être même pas. Et voilà, il y a des trucs que j'ai jamais vus du programme parce que en fait j'ai changé d'établissement, qu'il l'avait fait je sais pas en 4e et là il le faisait en 3e alors que moi je l'ai pas fait en 4e. Tu vois. Ça t'a pas empêché d'avoir ton bac quand même. Mon soin, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que t'as fait du coup après? Alors à l'époque c'était pas Parcoursup, c'était post-bac je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Un truc comme ça, je sais même plus. Ouais. Et en fait, donc je vais un peu spoiler le programme. C'est pas grave. Mais du coup le pourquoi on en arrive au handicap, c'est parce que je suis moi-même en situation de handicap. J'ai présenté des symptômes dès toute petite, hein. Mais le diagnostic est tombé à mes 17 ans, on va dire. C'est là où on s'est posé le plus de questions parce que je me suis cassé le ligament de la cheville en dormant. En fait, j'ai tourné, ma cheville n'a pas tourné, elle a pas réussi à porter le poids de la couette. Et je me suis cassé le ligament comme ça. Oh merde, ouais. Parce qu'en fait, en réalité, il y avait déjà plusieurs micro-fissures dedans à force. Ma mère me disait que enfant, autour de mes 6-7 ans, je faisais une dizaine d'entorses par cheville par an. C'est énorme. Je passais ma vie dans le plâtre. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mes années scolaires, c'était plâtre et béquille, grosso modo. Donc là, on a commencé à faire des recherches et tout. Et en France, on est assez sensible quand même aux douleurs des personnes. Donc tout de suite, on m'a mis sous antidouleur. Sauf que, ça on l'a su plus tard, ma pathologie fait que je suis très résistante aux médicaments. Donc, on a dû monter dans des antidouleurs assez puissants et on m'a mis sous opium l'année du bac. Autant te dire que j'arrivais en cours, je dormais. Ouais. T'étais détendu, quoi. Non je dormais. Ah, tu dormais. J'étais sur ma paillasse de physique-chimie et je dormais. Ok. Et ma prof m'a un peu pris en grippe, on va pas se mentir, en me disant que, grosso modo, je jouais la comédie juste parce que j'avais pas envie de venir à l'école. Donc, je sais pas si elle a le pouvoir ou pas. Moi, je l'ai vécu comme ça à l'époque, en tant que, fin adolescent, début adulte. Je pense qu'elle a pourri mon dossier pour ne pas que j'ai le choix que je voulais. Donc, j'avais postulé dans tous les DUT au nombre maximum qu'on pouvait pour, parce que moi, je voulais faire métier du multimédia et de l'internet. Spécialité audiovisuelle. Pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Non, ouais. Un peu quand même. Et, j'ai été prise finalement à la fac de Rouen. En plus sur liste d'attente, donc vraiment, la personne avant moi est partie, quoi. Ouais, c'est vraiment, On t'a diagnostiqué un handicap. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est du coup? Ouais. Alors, moi j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. D'Ehlers dans l'os. Ok. En fait, c'est le nom des 2 médecins qui l'ont trouvé. D'accord, je croyais que c'était de l'air ou dans l'os. Non, alors si je me trompe pas, c'est EHLERS et plus loin DANLOS. C'est un médecin français et un médecin danois, si je me trompe pas, qui ont découvert cette pathologie au XVIIIe siècle. Donc c'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on peut entendre chez certains praticiens, parce que ça m'est déjà arrivé et je pense que s'il y a des personnes qui ont ma maladie qui nous écoutent, ça leur est arrivé aussi. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, tu vas voir un médecin, tu dis que tu as le CED, c'est l'acronyme, on te répond « Ah oui, mais c'est la maladie à la mode ». Non, ça a quand même été diagnostiqué. Certaines catégories ont des tests ADN, donc c'est pas à la mode le test ADN. Et moi, pour le coup, je suis sur une catégorie qui se diagnostique par élimination. Donc ça veut dire qu'on a d'abord fait toute la liste des pathologies possibles que tu peux avoir, où là, tu es négative, et du coup, on dit on pense que c'est ça. Ils sont jamais sûrs vraiment à 200%. C'est plutôt on pense que c'est ça. Et le mot syndrome, en vrai, est très important parce qu'aux yeux de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap, je ne suis pas malade. J'ai un ensemble de symptômes. Et c'est donc un syndrome. Voilà. Et ça, au niveau de la nomenclature et pour rentrer dans les cases, pour demander les différentes aides, ça change beaucoup de choses. Il faut le savoir. D'accord. Et oui, tout à l'heure aussi, un truc que je t'ai pas dit, c'est que j'ai dû choisir un peu tardivement ce que je voulais faire à la fac, parce qu'à la base, je voulais rentrer dans l'armée de l'air. Ouais, tu voulais suivre le cursus, quoi. Alors, mon père était dans l'armée de terre. Moi, je voulais être pilote de chasse. Tu voulais être au-dessus de lui, il était là, Moi, je voulais absolument être pilote de chasse. Donc, déjà, on va se remettre dans l'époque 2015, une nana pilote de chasse, c'était déjà pas donné. Ouais. Mais en plus de ça, le jour où on m'a dit non, t'es malade, là on m'a fait en fait le test médical tu le passes pas. Donc grosso modo les portes se sont fermées plus ou moins d'un coup. En vrai, normalement on aurait dû me le dire depuis toujours. Je pense qu'on me l'a dit d'ailleurs mais que j'ai pas voulu écouter. T'as pas voulu l'entendre, Et là quand le médecin il te dit non, en fait t'as pas le choix, la porte se ferme et trouve une autre solution quoi. Ouais.
Mais alors du coup, je reviens juste sur... alors tu m'excuses, je me rappelle plus du nom donc du syndrome. Le CED. Bon, ouais, on va dire le CED, ça moi bien. c'est facile. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça t'handicape en quoi, toi, au quotidien? Parce que du coup, je suppose que c'est un truc au niveau musculaire peut-être, ou parce que tu dis que c'est quand ton pied il a voulu se tourner, en fait, ou pas du tout? Le CED, Oui. c'est une maladie, enfin un syndrome, pardon. Oui, parce que sinon on va pas s'entendre, ok. Qui touche le collagène. En Okay. fait, au niveau du collagène, en ce moment d'ailleurs, tu peux en acheter beaucoup en pharmacie si tu veux. On ne sait pas si je ne fabrique pas assez, si j'en fabrique trop ou si j'en fabrique de mauvaise qualité. Okay. Donc c'est pour ça que on nous déconseille fortement de prendre du collagène parce qu'en fait, si on en fabrique trop et qu'on en prend, on va en fabriquer encore plus. Et il faut savoir qu'un surplus de collagène, ça crée des crises inflammatoires. Okay. Pareil, si je fais du collagène de mauvaise qualité, en fabriquer plus ne permettra pas de résoudre le problème. Okay. Donc c'est prendre des risques plutôt inutiles, entre guillemets, si je puis dire, parce que la probabilité qu'en fait je n'en fasse pas assez est assez minime. Okay. Après, l'impact sur moi, du coup, c'est que le collagène, c'est un peu la base de tous les tissus de notre corps. Okay. Donc ça veut dire que mes ligaments et mes tendons, si je dois rentrer dans la caricature, on n'en est pas à ce point-là non plus, mais on va dire que là, aujourd'hui, tu vois, j'ai 27 ans. Ouais. J'ai les ligaments et les tendons d'un enfant de 6 ans. Grosso modo, tu vois, en termes de finesse. Okay. Parce qu'en fait, j'ai tellement subluxé, donc en gros, l'articulation qui sort et qui se remet toute seule, effet d'entorse, etc., que j'ai des micro-fissures dans quasiment tous mes ligaments. Si je peux te donner un exemple qui va être assez frappant, je pense, pour tout le monde, c'est que là, mon épaule gauche, tu la vois là tout de suite, elle est normale. Ça va, ouais. Voilà, ouais. Dis-toi que, tu sais, ado, on a beaucoup de boutons d'acné et on n'aime pas trop les avoir sur notre visage. Non. Voilà. Donc, quand je perçais mes boutons, mon épaule sautait. Alors, quand tu perçais tes boutons, ouais. La force que je mettais dans le bouton, en fait, faisait quand tu bloquais mon épaule. D'accord. Donc, mon épaule sortait de l'articulation et se remettait. Ok. Donc, à ce moment-là, tu te dis, ok, le ligament ne sert à rien. Ouais. À savoir, je crois que si je ne me trompe pas, il y a quand même 8 ligaments dans une épaule, hein, donc. Ouais, c'est pas mal. Là. Ça sert à rien. D'accord. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que du coup, je vais être plus sensible aussi au niveau de tout ce qui est tube digestif, vu qu'on est que sur de la paroi tissu. Ok. Et par exemple, moi qui suis une grande stressée, vu que la paroi est plus fragile, à force de faire des reflux dus au stress, parce que le stress, ça a des effets positifs et négatifs sur le corps. Trop de stress, ça a des effets négatifs. À force de faire des reflux, j'ai fini par transpercer l'œsophage. Donc, opération en urgence. Et après, je vais avoir des problèmes au niveau de mes dents, de mes gencives, de mes yeux. Enfin, vraiment, en fait, tout ce qui contient du collagène, finalement. Ça génère des crises inflammatoires. Donc là, par exemple, ça va faire 4 nuits à peu près que j'ai quasiment pas dormi parce que j'ai une inflammation au niveau de l'épaule. Donc, que tu sois sur le dos, sur le côté... T'as mal quand même. Ouais, t'as mal. Tu sais pas comment te mettre, en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire à part attendre que l'inflammation s'arrête par elle-même. En fait. Ouais, ok. Tu subis un peu ton truc, quoi. Ouais, ou alors tu vas voir un médecin ou un centre antidouleur, mais faut être ok. Soit pour avoir un TINS, ça existe, c'est des sortes, je sais pas si t'as déjà fait ça chez kiné, de patch avec des électrons. Ouais. Ça aide certaines personnes. Moi, je réagis pas. Et sinon, du coup, faut être ok pour prendre des médicaments relativement forts avec risque de dépendance. Ouais, parce que du coup, ça deviendrait toute ta vie, peut-être. Moi, j'ai toujours... Après, je pars du principe qu'il y a autant de handicaps avec un S que de personnes en situation de handicap. Ouais. Chacun vit la maladie avec son corps et comme il le ressent. Donc, je vais certainement pas juger les gens. Moi, tout ce que j'ai remarqué, c'est que les médicaments, très souvent, j'ai plus d'effets négatifs que positifs. Okay. Donc, j'ai juste décidé de les arrêter. Surtout qu'on va pas se mentir, mais on est arrivé dans une situation au niveau médical en France assez critique, dans le sens où maintenant, quand tu dois voir un spécialiste, tu peux avoir jusqu'à 2 ans d'attente. Moi, là, quand j'ai appelé parce que j'ai plus de rhumatologue aujourd'hui qui me suit, et quand j'ai appelé, on m'a dit, mais en fait, à Nice, il y a rien, il faut aller à Marseille. J'ai appelé Marseille et ils m'ont répondu, il y a minimum 4 ans d'attente. Ouais. Enfin... même là. Dans ces cas-là, je me débrouille par moi-même, en fait. Ça en devient même ridicule, quoi. 4 ans d'attente. Ouais. Donc, heureusement, j'ai un bon médecin traitant qui est très à l'écoute et étant donné qu'elle n'est pas spécialiste de ma maladie, elle me fait confiance par rapport à ce que je ressens et elle sait que dans tous les cas, j'en abuse pas. Mais je trouve ça dramatique quand t'appelles pour avoir un médecin, qu'on te réponde
déjà vous n'êtes pas prioritaire parce que vous n'êtes pas marseillaise, alors que Marseille c'est quand même la capitale de la PACA. Ouais. Donc j'ai pas le choix. Et de deux, il y a 4 ans d'attente. D'accord, très bien. Ouais, c'est chaud. Ouais. T'es un peu face à toi-même, quoi. En fait, tu te débrouilles, quoi. Oui, c'est ça. Là, c'est pareil. J'ai plus de kiné depuis à peu près 1 an et demi. Parce que forcément, quand t'appelles un kiné, tu lui dis, voilà, j'ai telle pathologie. Parce que ma pathologie fait que je suis extrêmement sensible au niveau des cervicales. C'est pour ça que si tu me vois dans les transports, je suis toujours assise, surtout dans les bus. Parce que, grosso modo, le médecin, il m'a dit, en gros, si tu tombes dans le bus et tu tapes ta nuque, il y a une chance sur 3 que tu sois morte, une chance sur 3 que tu sois paralysée, ou une chance sur 3 que t'aies rien du tout. Je m'assois. Assieds-toi, c'est mieux. Ouais, j'ai capté. Ouais. Ok, donc en fait, après, concrètement, au niveau de tes études, quand t'as eu ton bac, après, du coup, qu'est-ce que t'as voulu faire? T'as voulu partir t'as voulu aller dans l'armée de l'air? Ouais, du coup, pas possible. Du coup, pas possible. À cause, justement, de tout ça? Ouais. Okay. Du coup, je suis partie en DUT métier du multimédia et de l'internet. Aujourd'hui, c'est un BUT. Donc, moi, je l'ai fait en 2 ans. Maintenant, c'est en 3 ans. Ok. J'ai enchaîné, donc ça c'était à Rouen, j'ai enchaîné avec une licence stratégie publicitaire que j'ai fait en alternance. Franchement c'était cool, mais en fait je me suis rendu compte que la pub c'était pas du tout mon univers. Tu voulais, ouais. Je l'avais choisi parce que j'adorais Mad Men, la série. Je pense que tout communicant connaît, mais en fait c'était pas du tout pour moi. J'ai fini en burn-out. Quand je dis en burn-out, c'est que faut se rendre compte que à la fin de l'année scolaire, je suis chez mes parents, je suis dans mon lit, je peux plus bouger en fait. Mon corps ne veut plus bouger. Du coup, j'ai pris une décision radicale sur un coup de tête. J'ai ouvert mon PC et j'ai pris un visa et un billet pour l'Australie. Ok. Donc, à savoir que je ne parlais pas du tout anglais. C'était un des points qui m'avait été justement Brian reproché par ma boîte. Voilà, Brian is in the kitchen et my name is Emeline, quoi. Ok. Donc j'arrive là-bas, je tombe dans une famille d'avocats. Quand je dis famille d'avocats, tout le monde, de la mère jusqu'aux grands-parents, par les oncles, tout le monde est avocat. Et en France, il se passe les gilets jaunes. Donc je commence à me demander, mais en fait, pourquoi tu voulais rentrer dans l'armée de l'air? C'était quoi l'objectif? Tu t'es mis à repenser à ça, quoi. Je suis revenue à mes idées de début et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui faisait que je voulais surtout rentrer, c'était que je voulais aider mon pays. En fait, je voulais faire quelque chose pour mon pays et pour la société. Et qu'en fait, vu que mon père est quand même militaire, j'avais grandi dans cet univers d'info et de politique. Donc, je découvre à ce moment-là que, en faisant des petites recherches, bien sûr, il existe un master communication politique et publique, donc la partie politique, administrative et associative. Et je me dis, vas-y, de toute façon, c'est déjà pris dans l'école d'art quand tu rentres. Tente le concours, je l'ai pas révisé, franchement j'y suis allée au feeling. Au talent, ouais. Et je me suis dit, si je suis prise, c'est que je suis faite pour ça, et sinon, je vais en école d'art. Et j'ai été reçue avec les félicitations du directeur d'école. Donc je me suis dit, ok, je suis faite pour ça. Sauf que là, en gros, on m'a dit qu'il y avait un problème, c'est que j'avais déjà trop d'expérience par rapport aux alternances qu'ils pouvaient prendre. Donc on m'a dit, en fait, tu trouveras jamais en politique. Et j'ai dit non, je trouverai en politique. Donc j'ai été prise dans l'équipe du Premier ministre, qui était Édouard Philippe à l'époque, pour tout ce qui était communication anti-tabac, anti-drogue. Et j'étais prise aussi auprès d'un député. Donc en vrai, j'avais le choix en plus. Non seulement j'avais réussi le challenge, mais en plus j'avais le choix. J'ai décidé de partir à l'Assemblée nationale. Ça me paraissait être les missions les plus polydisciplinaires. Et j'étais en circo dans le Nord. Et franchement, je recommande l'expérience à tout le monde. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'avais un peu fait le tour. L'équipe était top, je m'éclatais dans mon job et tout. Mais j'avais envie de voir ce que je pouvais faire d'autre. J'étais quand même étudiante, donc j'avais envie d'explorer le champ des possibles. Et un jour, je suis en vacances à Nice. Je mange un kebab sur la prom. Ça, vraiment, c'est l'anecdote. Et là, on me dit, écoute, il y a un élu à la mairie de Nice qui cherche une chargée de com. Et j'ai donné mon CV, j'ai été rappelée. C'est passé. Et en moins de 2 semaines, j'avais signé mon contrat. C'est beau. Donc voilà comment je suis arrivée à Nice. Voilà, et ça a duré combien de temps alors? Du coup, j'ai fait un CDD de 1 an. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, même si je kiffais mon job et que je me sentais quand même utile, c'était pour ça que j'avais choisi la politique, il y avait un truc qui créait de la frustration chez moi. Et c'est qu'en fait, à chaque fois, ici ou là, j'essayais d'inclure un peu plus nos concitoyens en situation de handicap. Aujourd'hui, on sait que c'est minimum 12 millions de personnes en situation de handicap en France.
Et en fait, on est très vite bloqué par différentes équipes. Enfin, l'administratif français, c'est très lourd. Donc, on est vite bloqué. Et du coup, petit à petit, en fait, ça a généré de la frustration en moi. Et au bout de mon CDD, j'ai fait, il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'était vraiment, mais presque à la limite de la dépression, où j'en étais arrivée tellement j'étais frustrée de pas pouvoir faire quelque chose. Donc, je me suis lancée et j'ai créé Racom. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à la partie 2 de ce podcast où on va parler de ton business. Exactement. Donc, Attends, on va vérifier. Partie 2. Le business du raton laveur. D'accord. Alors, moi, je voulais déjà démarrer par quelque chose, m'excuser par avance, parce que donc du coup, je l'ai bien marqué là pour être sûr de pas faire de conneries. N'ayant pas une grande connaissance moi du monde de tout ce qui est handicap, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je t'invite aujourd'hui, c'est pour justement ceux qui connaissent pas tout ça, etc. s'y intéressent, etc. Voilà, je voulais juste dire que si jamais je vexe quelqu'un ou j'utilise un mot qui est pas approprié forcément, voilà, faut mettre ça sur le compte de la maladresse et que c'est parce que et un manque de connaissances. Ok. Ceci étant dit, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est je vais essayer de le dire, le Procyon Lotor Linnaeus? Pas du tout. Ben c'est le vrai nom du raton laveur. Ouais. Bon, je l'ai dit. Je pense que je l'ai su parce que j'avais cherché raton laveur dans absolument toutes les langues de la planète. Ça, c'est en latin, je crois. Donc, je pense que je suis tombée sur le terme scientifique. Bah, c'est Procyon Lotor Linnaeus. Voilà. Très bien. Alors, du coup, donc ça s'appelle Racom. Ouais. Ok. Mais du coup, pourquoi un raton laveur? Alors, j'aime beaucoup le symbole du raton laveur. Ouais. Depuis toute petite, déjà, c'est mon animal totem. Et ma soeur, c'est le renard d'ailleurs, au passage. Okay. Donc, on est assez complémentaires. En fait, le raton laveur, il est souvent connu un peu sur l'image de Rocket ou de Meiko. Un peu, je m'en foutiste, un peu gourmand, un peu voleur. Mais en réalité, c'est un animal, dans la vraie vie, qui vit en tribu et qui fera toujours tout ce qui lui est possible de faire pour mettre sa tribu en sécurité et faire qu'elle ait pas de problème en fait. Okay. Et c'est littéralement ça que je veux donner à mes clients aujourd'hui avec notamment mon accompagnement raton de révélation. C'est leur dire, ok, ici déjà on est dans un cadre de sécurité, vous pouvez tout me dire, vous n'êtes pas jugé. Moi je suis là pour comprendre votre fonctionnement, pour vous aider à monter une entreprise qui fonctionne. Et mon but en fait c'est de faire en sorte que ma tribu, donc mes clients, demain, elle est autonome, elle est heureuse, elle est épanouie et il n'y a plus de problème en fait. Je suis là pour résoudre les problèmes justement. Ok, donc du coup, c'est le raton laveur et du coup, de par ce qu'il fait au quotidien, est assez est assez similaire à ce que tu fais avec tes clients. J'aime beaucoup la notion de tribu, c'est vraiment la famille. Ouais, ok. Mais alors du coup, tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais du coup, ma question c'était pourquoi tu as voulu te lancer en indépendante, mais en fait le message que je veux faire passer là, c'est parce que en fait finalement tu avais aucune autre manière de pouvoir faire ce que tu voulais parce que ça n'existait pas ailleurs. Tu voulais faire un truc toi. Pourquoi Non, j'aurais pu être salariée parce que des boîtes qui aident justement à mettre en place des politiques handicap, etc. Ça existe. Justement, hier, j'avais rendez-vous par exemple avec Andineo qui accompagne les entreprises à mettre en place une politique handicap. Mais en fait, il faut savoir que quand j'ai passé mon oral de deuxième année de master et que j'ai dit à mon jury que je partais travailler à la mairie, ils ont pas été catastrophés, mais presque en fait, en disant mais qu'est-ce que tu vas foutre dans le salariat ? Toi, t'es faite pour entreprendre, crée ta boîte. Et au final, ça m'est resté dans une partie de ma tête, tu vois. Donc, quand j'ai quitté la mairie, je me suis pas vraiment posé la question en fait. Je me suis dit, ok, mes profs me disent ça, mon jury me dit ça, mes parents me disent ça. Peut-être qu'en fait, il faudrait y aller. Ouais. Tu vois, je suis un peu à l'opposé des entrepreneurs qui disent, oui, moi j'ai dû aller contre vents et marées, prouver à tout le monde. Moi, en fait, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fous dans le salariat ? C'était toi qui allait pas, quoi. Ok. Et donc, du coup, t'as voulu, tu t'es mise en indépendante parce que finalement, au départ, t'avais peut-être pas forcément pensé. Mais c'est qu'en fait, c'est les autres qui t'ont ouvert la voie là-dessus un peu. Je pense qu'en vrai, déjà, j'avais des croyances limitantes. Parce que, sans vouloir rentrer dans la victimisation ou les clichés, je suis quand même une femme en situation de handicap. Donc, il y a quand même des barrières qu'on s'auto-met, et je dis bien qu'on s'auto-met,
qu'il faut aller casser. Et je sortais d'études, je me sentais pas du tout légitime. J'avais fait 1 an après mes études. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je peux apporter au monde en fait? Sauf que mon expertise, je l'avais depuis que je suis née. Et ouais. Personne ne pourra avoir l'expertise que j'ai moi en tant que personne touchée par le handicap, enfin par mon handicap du moins. D'un autre côté, si tu veux, les personnes qui sont en situation d'handicap, il faut pouvoir, tu me dis si je me trompe, il faut qu'ils se sentent aidés, etc. Mais il faut pas qu'il y ait cette notion de pitié ou quoi que ce soit, parce qu'ils en ont pas besoin, je crois. Mais justement, je vais un peu nuancer. Nuance. Déjà, peut-être le mot est pas effectivement, aucune personne en situation de handicap ne veut de pitié de personne. Ouais. On n'est pas des pauvres animaux battus au bord de la route. Exactement. On est des personnes. Ouais, bah ouais. Après, je vais nuancer dans le sens où il y a certaines personnes en situation de handicap qui ne veulent pas d'aide. En fait, je l'ai beaucoup vu ces derniers temps en plus, notamment dans les transports ou dans la rue, des personnes qui attrapent le bras d'une personne aveugle pour traverser, ou des gens qui poussent une personne en fauteuil roulant sans lui demander. En fait, si on vous demande pas d'aide, c'est qu'on n'en a pas besoin. Sinon, on est tout à fait apte à demander de l'aide en disant « bah j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, on va partir du principe qu'une personne qui ne demande pas d'aide n'a pas besoin d'aide. Justement, j'ai un exemple justement pour ça. C'est pour illustrer ce que je voulais te dire là. Ma mère, un jour, dans un supermarché, et en fait, donc il y avait une personne en fauteuil roulant, si tu veux, qui était en train de galérer, mais on sait rien, tu vois, qui était en train de chercher tout ça, mais il voulait prendre la cagette. Ma mère, justement, voulant bien faire, au lieu de lui dire, est-ce que vous voulez que je vous aide? C'est après que tu justement. Ça, c'est ce qu'on appelle de la bienveillance maladroite. Voilà, parce que du coup, elle a pris la cagette pour lui donner, et la personne lui dit, c'est bon, hein, je peux me débrouiller tout seul. Et elle dit, parce qu'en fait, du coup, t'as voulu bien faire. C'est pour ça que je voulais expliquer ça. Moi, j'ai une amie sur LinkedIn. Elle est passée à la caisse de son supermarché. Elle est en fauteuil roulant. Et la personne derrière elle l'a aidé à passer ses courses, l'a aidé à lui donner ses courses et lui a dit bon rétablissement. Ouais. Bon rétablissement de quoi? Oui, tu vois, ouais. Donc, ça encore, c'est de la bienveillance maladroite. Donc sur le coup, ça va nous énerver parce que justement, on est rattrapé en fait à notre condition. Je dirais pas qu'on est moins capable parce qu'en fait, on fait autrement, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça nous rappelle que on n'est pas considéré comme normal entre guillemets. Et encore, j'ai envie de te dire qu'est-ce que la normalité. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a aussi, il faut le savoir, des discriminations et de personnes dites valides vers des personnes handicapées et de personnes en situation de handicap vers des personnes en situation de handicap. Concrètement, moi, ça m'est déjà arrivé, pour donner l'anecdote, de me garer sur une personne en situation de handicap parce que j'avais ma carte de stationnement et qu'en fait, il y ait une personne qui bloque ma voiture pour que je ne puisse plus sortir, avec sa femme qui est en train de taper sur ma voiture avec sa canne. Et que en fait, j'ai eu de la chance qu'à ce moment-là, c'était jour de marché, le poissonnier a appelé la police parce que j'étais bloquée dans ma voiture, parce qu'ils avaient décidé que moi, du haut de mes 19 ans, je n'avais pas le droit à la place en situation de handicap. D'accord. Alors que j'en avais tout à fait le droit. J'avais ma carte. La carte, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, pour avoir une carte de stationnement, c'est le parcours du combattant. C'est des heures d'énergie qu'on dépense à devoir prouver et à réexpliquer encore et encore que oui, on en a besoin en fait. Donc celui qui a la carte, il l'a pas eu par le Saint-Esprit. Ça, faut vraiment casser cette idée. Si t'as la carte, c'est juste que t'en as besoin. Et même si tu marches, et même si demain t'es en fauteuil, et même si t'es en fauteuil ou que tu te lèves, si t'as la carte, c'est juste que t'en as besoin. En plus, qu'est-ce qu'elle avait, la dame, là, s'énerver? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Elle était handicapée elle-même, peut-être, en situation d'handicap elle-même, elle voulait je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, parce que du coup, je leur ai pas parlé. Ouais, j'ai attendu que la police arrive. Je suis tombée sur une policière très gentille d'ailleurs. Parce que j'avais 19 ans, c'était ma première agression. C'est une agression, hein. Ah oui, clairement, c'est une agression psychologique, même physique pour ma pauvre voiture. Et vraiment, elle m'a sorti de la voiture, j'en avais les mains qui tremblaient, je pleurais, j'avais vraiment eu très peur en fait. Et du coup, elle est restée avec moi le temps que je me calme et que je suis capable de conduire pour rentrer chez moi en fait. Tu aides les TIH, oui. Mais quels sont les différents types d'handicap que tu accompagnes? Est-ce que tu as des limites? Est-ce qu'il y a des handicaps sur lesquels tu ne peux pas intervenir, sur lesquels tu peux pas aider? Ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai 2 biais qui font que je peux pas accompagner tout le monde. C'est le premier, le degré de handicap. Aujourd'hui, les personnes qui ont un degré de handicap qui font qu'elles doivent travailler en ESAT, par exemple,
ou qui peuvent pas travailler, je vais pas pouvoir nécessairement les aider. Les aides, il va vraiment falloir que je vois en fait directement avec la personne ce dont elle a besoin. De toute façon, c'est une question que je pose à chaque début. De quel aménagement tu as besoin? Parce qu'il n'y a pas mieux que la personne elle-même qui sait. Et le deuxième B, c'est qu'aujourd'hui, je suis toute seule. Donc, j'ai des ressources techniques et humaines réduites. Donc, ça viendra avec le temps. Aujourd'hui, dans mes clients, on va retrouver des troubles du spectre autistique, donc TSA, des troubles 10, des cancers, des TDA avec H ou pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On est majoritairement sur ce genre de typologie de clients. Ok. Et alors du coup, concrètement, je sais, pour avoir discuté avec toi, que le fait d'aider justement les TIH sur LinkedIn, ce n'est qu'une partie justement de ton accompagnement. En gros, quand on vient de voir, comment il se compose cet accompagnement? Ouais, alors moi, mon accompagnement, il est en 10 sessions. Ok. À savoir qu'une session, ça peut durer entre 1h30 et 2 heures. Voire un peu plus. Mon but, c'est que la personne, en fait, elle reparte avec les connaissances qui étaient fixées à cette session. J'aime pas la théorie. Toi, c'est plus pratique. Ouais, moi, je suis plus pratique. Mais je suis aussi intervenante en école de commerce et c'est pareil. C'est plus misé pratique que théorie. Ok. Je suis obligée de faire de la théorie quand même. Mais grosso modo, déjà, on fait pas de cas fictifs. On travaille directement sur l'entreprise de la personne. Autant pas perdre de temps. Hein. On est là pour les résultats. On y va, on rentre, ouais. Donc, l'accompagnement se compose en 3 modules, si je puis dire. Le premier, ça va vraiment être apprendre à te connaître vraiment, parce qu'on est la base de notre business, donc il faut qu'on ait des bases solides. Ça veut dire avoir un projet avec lequel on est aligné, qui nous fait kiffer, qui fait qu'en fait on sait pourquoi on se lève le matin. Donc on va vraiment travailler avec l'ikigai, la zone de génie, les piliers de vie, etc. Le deuxième module, là on va être sur l'organisation. Avec le public des TIH, on a quand même une grosse problématique au niveau de l'agenda, que ce soit par la fatigue chronique et par les rendez-vous médicaux. Ouais. Donc, comment on fait pour optimiser son agenda, pour travailler suivant ses phases d'énergie? Parce que si tu cherches à faire de la créativité quand t'es pas du tout en phase de créativité, tu vas vraiment galérer. Donc, autant en fait analyser tes périodes et mettre les tâches au moment où tu as cette énergie, tu vas être 2 fois plus efficace et ça va t'éviter de t'épuiser à pas grand-chose. On fait après tout ce qui va être définition de l'offre aussi. J'ai vu trop souvent des personnes qui proposent des offres à la carte. Donc ça veut dire qu'elles recommencent tout depuis le début à chaque nouveau client. Là, on fait une offre qui est structurée et après, en fait, on vient personnaliser suivant leurs clients. Ça évite aussi de dépenser de l'énergie inutilement. Et du coup, dernier point, stratégie LinkedIn. Donc là, on va vraiment aller chercher tout ce qu'il faut pour une strat de com, branding, identité visuelle, choix des thématiques, fréquence, calendrier éditorial et bien sûr prospection. Notre but, c'est en fait que leur LinkedIn leur génère des clients, que ce soit via la création de contenu et que c'est tout à fait possible. Moi, en avril, j'ai généré 32 leads uniquement par ma création de contenu. Et après, par la prospection, si c'était pas trop ami avec, ça va prendre de l'énergie. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le juste équilibre, en fait, pour générer suffisamment de clients pour vivre de son activité, sans pour autant aller travailler 80 heures par jour et s'épuiser, en fait, à désespérément essayer d'avoir des clients. Ok. Et alors, du coup, en plus de ça, je crois que Racom, tu fais aussi tu interviens en entreprise, je crois. Ouais. Alors du coup, j'interviens en école de commerce où je forme nos futurs étudiants en mastercom à la communication inclusive et RSE, donc écologie pardon. Et j'interviens en entreprise sur 2 formations: comment rendre ses réseaux sociaux accessibles et comment rendre ses événements accessibles. Ok. Bah du coup, tiens, comme par hasard, c'est justement le sujet de la 3e partie qu'on va démarrer tout de suite. Bon, de retour sur cette partie 3 de ce podcast où, alors moi je l'ai, là sur mes notes, je l'ai sobrement intitulé communication et TIH, mais en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant de parler de communication inclusive, je trouve. Tu me dis. Ouais. Mais il y a un truc qui va pas, vas-y, dis-moi. En fait, moi aujourd'hui je parle de communication inclusive parce que ça fait sens auprès des gens qui veulent ajouter cette dimension d'inclusion handicap dans leur communication. Ok. Mais pourquoi j'ai créé Racom? C'est pour que demain, la communication inclusive soit la communication classique. Donc en fait, supprimer le mot de inclusif, de valide, de handicap, tout ça n'existerait plus, ce serait la base de notre société en fait. La communication,
au quotidien. Ouais. D'accord, les réseaux sociaux que tout le monde utilise, bah tiens, par exemple le restaurant où on est, etc., quand ils communiquent et tout. Quelles sont les différentes difficultés que peuvent rencontrer des personnes en situation d'handicap, justement, pour ces communications-là? Le truc, tu me dis si je me trompe, le plus classique, c'est le sous-titrage des vidéos, qui sert déjà pour ceux qui écoutent sans le son, mais il y en a qui n'ont pas le choix de l'écouter sans le son, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est entre guillemets le plus, enfin, c'est celui que moi je vois le plus. Mais quelles sont les autres difficultés que peuvent rencontrer alors, je vais vous dire une personne en situation de handicap, parce que là, c'est au-delà du TIH, quoi. Juste, déjà, je vais revenir sur les sous-titres. Reviens sur les sous-titres. Parce que de plus en plus, je vois des atrocités sur ça. Vas-y. Les vidéos qui font des sous-titrages au mot par mot. Ouais. Ou les vidéos qui commencent une vidéo sous-titrée et qui d'un seul coup te disent « mets le son ». Ah ouais. Alors, le mot par mot, déjà, c'est illisible. On n'a pas le temps de lire. Le mot, il fait que pop-up. Oui, quand ça fait clac, 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 ouais. Non, tu sais, les mots qui apparaissent vraiment en flash et après ça change le mot. Ok. Ça, vraiment, c'est illisible, ça te donne mal au crâne. Et le deuxième, quand t'es sourd ou malentendant, tu vas beau mettre le son, tu vas pas entendre. Ouais. Parce que là, eux, ils le font dans une truc justement de « Ah, j'ai envie d'avoir la suite, je fais une action et donc je reste pour que ton watch time soit plus élevé. » Ça n'a rien à voir avec voilà. Ouais. Donc ça, déjà, c'est la première chose à savoir, c'est que les sous-titres, même si on fait pas forcément des sous-titres SME, donc c'est un type de sous-titrage spécialisé sourds et malentendants. Je conseille le compte de Céline Ripoll pour ça d'ailleurs, qui est sous-titreuse SME. Il y a quand même des règles à respecter pour des sous-titres efficaces. Mais surtout, en fait, quand vous sous-titrez une vidéo, le plus simple pour savoir si les sous-titres sont bons, c'est avant de publier, regardez votre vidéo sans le son. Si déjà vous n'avez pas le temps de lire, une personne sourde ou malentendante n'aura pas le temps de lire non plus. Mais ouais. Parce qu'en fait, on lit beaucoup moins vite un sous-titre quand il n'y a pas le son. Ok. Parce que du coup, nous, entre guillemets, entendant, le cerveau, il match le truc et donc c'est plus simple en fait. Donc il faut se mettre un truc que si nous déjà c'est un peu trop rapide. Pour eux, c'est illisible. Ok. Et après aussi, il faut s'enlever de la tête que on doit retranscrire au mot à mot. Si ta phrase elle est trop longue ou ta notion elle est trop compliquée, tu peux écrire une phrase qui est différente. Le plus important en fait, c'est le sens du propos. Donc si tu dois raccourcir ta phrase pour que ça rentre dans ton sous-titre, c'est ok, mais par contre, il faut que tu gardes exactement le même sens. Et ouais, c'est là où justement où maintenant qu'on en parle, je me dis ah voilà pourquoi. Mais quand je regardais des vidéos, enfin même tu sais des films sous-titrés ou je sais pas quoi, chaque fois, alors de mon jeune âge, tu vois, je me disais c'est pas exactement ça qu'il dit. C'est pas exactement. Et en fait, sur les sous-titrages, quand tu regardes genre en version anglaise et que tu mets sous-titrage français, t'es en mode c'est pas ça qu'il a dit. Mais en fait, dans le sens, c'est ça. C'est bon, mais du coup, c'est plus facile à lire et on oublie. Maintenant que tu le dis, c'est ça. Là, je repars, j'ai appris quelque chose. Mais je veux dire, oui, c'est pas des sous-titrages réseaux sociaux, ça s'appelle des sous-titrages pour sourds et malentendants. Alors là, on n'est pas encore dans les sous-titrages SME, donc pour sourds et malentendants. Ah, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça, non? Quand tu sais, ça s'appelle toujours comme ça. Même dans les DVD à l'époque, c'était ça. Ouais, en fait, t'as plusieurs pistes de sous-titres dans tes vidéos à la télé, par exemple, dont la SME qui est spécialement faite pour les sourds et malentendants. Et maintenant, sur Canal+, tu as même les sous-titres pour dyslexiques. Donc, il y a une typo spéciale. Mais sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on fait plutôt du général, même si on va pas faire des sous-titres pour sourds et malentendants, c'est quand même bien d'y mettre des notions. Ça reste accessible à, on va dire, une grande majorité. Et au moins, les personnes sourdes et malentendantes, elles ont le bon sens du propos qui est donné à l'oral. Même si c'est pas au mot près. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui est très souvent pas utilisé, mal utilisé, c'est le texte alternatif. Et ça, on l'a sur tous les réseaux sociaux, surtout Instagram. Le texte alternatif, c'est le texte qui te permet de décrire une image. Donc sur Instagram, tu vas dans paramètres, accessibilité, tu as tout de suite texte alternatif. D'un point de vue purement business, on te dit de remplir le texte alternatif parce que justement, Google ou tout autre moteur de recherche, il est aveugle. Donc, il va regarder la description de ton image pour voir si ça corrèle avec ce que tu dis et il va plus ou moins booster ton SEO. Sauf qu'en fait, les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, elles peuvent utiliser un outil qui s'appelle le lecteur d'écran. Et dans ces cas-là, le lecteur d'écran, justement, lit ce texte alternatif.
Donc là, c'est pareil, il y a des règles, mais par exemple, ça doit respecter un certain nombre de caractères, ça doit être proche de la réalité. Et sur Instagram, par exemple, faut que ton texte alternatif et ta légende soient complémentaires. Par exemple, si dans ta légende, t'écris « Oh, elle est trop bonne cette glace », bah ton texte alternatif, ça peut être photo d'une glace à la pistache. Ok. On s'en fiche de savoir la couleur. Le but, c'est qu'on sache quel goût ça a. Ok. Quand on est sur de la food, les gens, ils veulent savoir quel goût ça a. Tu vois, c'est éveiller les sens, en fait, pour qu'ils comprennent vraiment ce que tu voulais dire dans la globalité. Encore une fois, on est sur le sens du propos. Autre chose, et là, on va plutôt partir sur LinkedIn. Je peux plus le voir. Ça va être, tu sais, les posts où tu vois de l'italique, du gras, etc. Ah bon? En fait, c'est une typo spéciale. Et encore une fois, c'est pas lu par un lecteur d'écran. Donc ça veut dire que si une personne aveugle ou malvoyante utilise un lecteur d'écran, arrive sur ton poste, toutes les parties où tu as utilisé du gras ou de l'italique, très souvent les informations en plus les plus importantes, bah elle ne les a pas parce que le code ne sait pas, le lecteur ne sait pas lire ce code, donc tout simplement il va passer à la phrase d'après. Même le gras. Même le gras. Ok. D'accord. Donc si tu as fait sauter des mots ou si c'est carrément un paragraphe entier, bah il manque l'information à la personne et très souvent on utilise le gras pour mettre l'information la plus importante en plus. Donc voilà. Et autre chose, ça va être les emojis. Les emojis vraiment strict minimum, plutôt en fin de phrase. Et surtout jamais ne remplacer de mots par une emoji parce qu'en fait, encore une fois, le lecteur d'écran, il va lire le code emoji et par exemple, si tu choisis l'emoji calendrier ou l'emoji horaire, ton lecteur d'écran, il va pas lire calendrier. Il va lire la date qui est écrite sur l'emoji du calendrier. Comme pour l'horloge, il va pas lire horloge. Il va lire l'heure qui est écrite sur l'horloge. Okay. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes, en fait, elles sont en confusion totale. Parce que, imaginons, on avait fait un post en mode, on vous donne rendez-vous à, je sais pas moi, à 16h30. Et emoji horloge. Et en fait, le l'écran lisait, on vous donne rendez-vous à 16h30, 14h15. D'accord. Du coup, c'est lequel? Ouais. Du coup, alors autant de notre côté, il faut essayer justement d'adapter notre communication. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais de l'autre côté, comment ça se fait que les logiciels qu'il y a aujourd'hui justement de ça ne parviennent pas encore à détecter si c'est un emoji ou pas? Pour la simple bonne raison que regarde sur ton téléphone. Alors iPhone là pour le coup parce que c'est celui que j'utilise. Quand tu vas dans les emojis, tu tapes juste chien, il te sort l'emoji chien. Donc ça veut dire qu'en fait… Mais parce que pour le coup, quand tu as le lecteur d'écran, il va te lire chien. C'est le code de l'emoji. Ok, mais du coup il peut pas détecter que donc c'est un emoji chien. Pour lui c'est chien, c'est tout. C'est le code. En fait, quand tu regardes le code d'un emoji, ça fait 2 points. Le code de l'emoji, 2 points. Sauf que j'ai Apple aussi, mais ça marche aussi sur les Android. On a plusieurs suggestions de calendrier et d'horaire. Donc, ils les ont pas tous appelés calendrier 1, calendrier 2, calendrier 3. Ils les ont appelés genre 15 juillet, 17 mars, 13 janvier. Et c'est ça qui pose problème en fait. C'est que ça va donner des fausses informations vu que la personne ne sait pas qu'en fait c'est une emoji. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on met plutôt les emojis à la fin. Ou alors vraiment si c'est pour faire au début de texte. Et encore, je préfère encore une liste à puces ou à tirer. Mettre, tu sais, des doigts, des flèches ou des trucs comme ça. Mais pour une bonne compréhension, je préfère quand même une liste à puces ou à tirer. Mais voilà, les emojis, c'est vraiment par parcimonie et on essaye de choisir des emojis. Moi, par exemple, si tu regardes les miennes, ça va être soleil, raton laveur, clin d'œil, sourire. C'est les codes des emojis. Donc, ça ne change pas trop le message. Les calendriers, en tout cas, et les horloges, entre autres, il vaut mieux les éviter parce que ça peut porter à confusion. C'est ça. Alors, en plus de ça, quand tu mets les emojis et tout, sur quoi on peut agir encore? Alors, on va revenir à la création, du coup. Que ça soit en digital ou en print, pour le coup, il faut faire attention aussi à tout ce qui va être contraste, espace et typographie. Je vais pas t'apprendre qu'en communication, le but premier de la com, c'est de faire passer un message. Donc, si ton message n'est pas lisible, on va avoir un problème. Ça, c'est pour tout le monde. Après, il y a des typos qui sont à privilégier suivant le profil de personne à qui tu t'adresses. Par exemple, on va avoir le test du IL1, notamment pour les personnes dyslexiques, dysorthographiques. Si quand tu écris IL1, ça fait 3 bâtons, c'est pas bon. Parce qu'en fait, la personne va pas voir la différence entre les caractères. Il faut vraiment que le L, le I et le 1 soient distinctifs. Pareil, si tu fais M, R, N, des fois ton R et ton N collés, ça fait un M. Bon, en français, on n'a pas de combinaison RN, mais on sait jamais. Dans ces cas-là, il vaut mieux éviter ce genre de typographie. On va faire attention aussi aux espaces pour bien séparer les lignes, les paragraphes, pas de césure, parce que
ça peut être très compliqué en vrai de rattacher le début d'un mot à la fin d'un mot et de garder le sens de la phrase. Moi, je sais qu'un exercice que j'aime bien faire pour que les gens comprennent c'est quoi un trouble dyslexique pour le coup, c'est de prendre un texte et d'enlever tous les espaces, toutes les virgules, tous les apostrophes. Et en fait, la personne, automatiquement, elle va plus se concentrer à essayer de décortiquer le texte qu'à comprendre ce que veut dire le texte. Et en fait, c'est ça que vivent les personnes dyslexiques et dysorthographiques en permanence. Donc, essayez de leur simplifier la vie au maximum. Pareil, si on veut écrire pour une cible qui est atteinte de handicap mental, donc par exemple les trisomiques 21, on a un style d'écriture qui s'appelle le FALC, le facile à lire et à comprendre. Moi aujourd'hui je suis traductrice FALC, sinon on peut se former aussi, on peut former ses équipes, hein. Mais en fait ça veut dire utiliser des mots simples, faire des phrases courtes. Une phrase c'est 2 lignes maximum parce que on revient à la ligne plus ou moins au milieu de la phrase. On a une typo avec une taille plus ou moins accordée. On a un interlignage et un interparagraphe plus ou moins imposés aussi. On a aussi toute la notion d'illustration des propos par des pictos ou par des photos. Enfin, c'est vraiment mettre en page en fait un message de façon la plus simple possible en fait. Et c'est très drôle entre guillemets parce que quand je présente le FALC à mes élèves, pour le coup j'en fais pas en entreprise, surtout en Compol, parce que je suis intervenante en Compol, je suis revenue aux origines. Ils me regardent et ils me font « Mais c'est tellement plus simple, pourquoi on fait pas ça tout le temps ?» Parce qu'un programme politique en FALC, tu peux le lire d'une traite, t'as compris, hein. Alors que parfois, là, on l'a vu avec les législatives, t'es en mode « Mais en fait, concrètement, il veut faire quoi ?» On comprend pas grand-chose, quoi. C'est ça. Et alors du coup, de tout ça... j'avais demandé si tu avais 3-4 conseils pour une communication adaptée. Bon, voilà, tu me l'as dit. Mais se former avec Racom. Voilà, se former avec Racom, entre autres. Et du coup, j'ai une petite question sur le futur. Ouais. Genre, toi qui aimes... Alors, t'es pas simplement dans la com, t'es dans l'accompagnement, etc. Mais bon, Racom, ça, on a compris. Mais du coup, toi, tu la vois comment Tu la vois, pas tu l'aimerais comment? Tu la vois comment la com dans les prochaines années? Franchement, je pense qu'on est sur le bon chemin. Tout n'est pas encore gagné, on a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Mais c'est vrai qu'on a tout le pilier écologie qui a commencé à enfoncer les portes. Et en fait, dans la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, tu as 3 piliers. L'écologie, l'économie, souvent ceux-là ils sont pas oubliés, et le social. Dans le social, tu as la diversité, dans la diversité, tu as le handicap. Donc là, les entreprises, elles sont de plus en plus au point sur l'écologie. Et du coup, elles commencent à regarder les autres piliers. Et on commence à avoir de plus en plus d'entreprises qui cherchent des informations justement pour mettre en place une politique handicap, etc. Automatiquement, si elles font une politique handicap, elles sont obligées de faire une communication handicap. Donc, on est en train d'y aller petit à petit. Moi, au niveau des étudiants en école de commerce, c'est toujours la même chose. Le premier cours, ils sont un peu en mode « mais qu'est-ce qui vient de nous faire chier avec ça ?» J'ai pas envie de parler aux personnes en situation de handicap. Et en fait, avec l'introduction au handicap, je fais toujours intervenir une personne en situation de handicap et j'ouvre leur monde en fait et ils se rendent compte que s'ils intègrent ça dès le début, même de l'idée de la campagne de com, c'est pas plus dur, c'est pas plus cher et c'est pas plus lent et au final ça va inclure des millions de personnes et ça c'est pas négligeable et ça m'a fait plaisir parce que cette année justement j'étais à la cérémonie d'ouverture du nouveau campus de l'ECS à Nice. Et il y a une élève qui est venue voir une directeur pédagogique et dit « Mais en fait, on aurait aimé avoir plus de cours. » Donc, une fois qu'on leur a ouvert cette porte, ils sont demandeurs et ils veulent le faire. Il faut juste qu'on leur donne la possibilité. Voilà. Donc, si jamais on entend, le rendre plus accessible. Ouais, arrêter en fait de voir ça comme une charge en plus dans le cahier des charges. C'est pas vrai en fait. Et voir ça plus comme une opportunité. Les jeunes aujourd'hui cherchent vraiment des projets d'entreprise sur lesquels ils vont pouvoir s'investir, qui sont en raccord avec leurs valeurs et qui trouvent un but dans leur vie. Du sens. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur une quête de sens et je pense que ça en fait partie. Et donc pour ça, ce qui peut aider aussi, c'est Racom. Voilà. Alors du coup, si on veut te contacter, comment on fait ?
Alors, par LinkedIn. Ouais, bah ouais, j'espère, ouais. Donc, Emeline Claire, c'est L-A-I-R, raton laveur. Voilà. Normalement, on peut pas se tromper de profil, il y a des ratons un peu partout. Ok. Sinon, par mail à contact@emelineclaire.fr. Et voilà. C'est déjà pas mal. Oui. Très bien. Bah écoute, merci d'avoir. Alors, en tout cas, moi déjà, j'ai appris des trucs. Tu vois, comme quand même en ayant parlé avec toi déjà avant, bon bah tu vois, j'ai encore appris des trucs. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci finalement de tout ce que tu fais au quotidien, parce que je trouve que ça te touche, mais du coup le fait d'en parler si tu veux aux autres, bah, ça permet d'éveiller un peu des consciences et tout, et ça je pense que c'est bien pour tout le monde. Et du coup, truc super important, faut que tu dises, si jamais tu veux, aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, que laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça aide beaucoup, mais il faut que tu laisser 5 étoiles à Nico. Ça pourra l'aider au moins. Ok, évidemment, si vous voulez partager cet épisode, etc., ou si vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Donc Emeline, elle vous l'a dit, on cherche Emeline Claire sur LinkedIn. Et si un raton laveur, c'est qu'on s'est pas trompé. Et voilà, et par mail, merci pour ce moment partagé. Et puis à bientôt. Et puis voilà, prenez conscience aussi. C'est pas une leçon à donner ou quoi que ce soit, mais il faut prendre conscience que nous, on est dans notre quotidien, etc. On se rend pas forcément compte des difficultés que peuvent avoir d'autres personnes pour essayer de nous comprendre et tout, et que finalement, c'est pas plus compliqué de rendre la communication accessible. Je pense que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que on est tous plus ou moins un jour touchés par le handicap. On sera tous concernés. T'as laissé ça comme ça. Alors, faites ce qu'on dit. Hein. Ok, ça marche. Bon, merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt. Et puis voilà. Hein. Ciao et à bientôt. Dis au revoir parce que. Salut. Voilà. Ça m'a collé dessus. Bon, je suis désolée, il va falloir le nettoyer. Aïe, ça y est. Bravo. Hein. Bon, voilà, c'était pas trop mal. Ça va pas couper cette fois. Non, je pense pas. Voilà, tu vois, c'est bien. Allez, en plus on a une bière. Tranquille.